Permettez-moi en premier lieu d'excuser Pierre-Xavier Mesqui, retenu justement dans un conseil d'administration dans le sud de la France à l'heure actuelle. Donc, je le représente et donc je serai seul à présenter ce document. Cette réflexion sur, donc intitulée Schéma mentaux et gouvernance des conseils d'administration en attente d'européanisation, titre qui a évolué au fur et à mesure des allées-venues pendant l'été pour constituer ce panel de réflexion sur éthique, régulation et gouvernance. Alors je démarrerai en parlant des médias. Et en fait, en matière d'entreprise, les médias s'emparent assez facilement d'une affaire parce que ça fait vendre, hein, comme les people à peu près. L'opinion publique va s'intéresser, va s'offusquer d'un certain nombre de pratiques et sous la pression de cette opinion, finalement, les milieux économiques, les milieux politiques vont débattre et vont essayer de rétablir un ordre par la sanction et vont inviter souvent à un renforcement du contrôle de ces comportements déviants, de ces comportements discordants. Cela a été montré par Dick et Zingales en 2002 dans un papier qui s'appelle en fait le rôle de gouvernance, enfin de contrôle de gouvernance par les médias. Donc les pouvoirs publics en général traduisent l'incident, vont utiliser l'incident pour tenter de légiférer. Alors ces pouvoirs publics sont de différents niveaux. Ils sont de niveau national et de niveau européen pour ce qui nous concerne. Et je vais m'intéresser à ce niveau-là. Si on prend les affaires Enron, dont on a déjà parlé, WorldCom aux États-Unis, Vivendi Universal, Parmalat, en Europe, on voit que ces déviances ou ces affaires vont être citées dans les travaux européens, justement, qui vont s'intéresser aux droits des sociétés. Ce sont donc des crises qui vont inviter à des questionnements au niveau continental, au niveau européen, communautaire, sur la gouvernance. Et l'Union européenne, comme d'autres institutions au niveau national, vont donc étudier, vont utiliser ces chocs, ces affaires pour réformer. Alors l'enjeu des institutions de régulation économique, que ce soit depuis le droit des sociétés jusqu'à des développements sur la gouvernance dans les entreprises, et en général dossier entre les pôles de deux axes de tension. On a faire évoluer mais rendre stable, et progresser par crise ou progresser par régulation. Et donc les liens entre ces quatre pôles sont intéressants à analyser. L'absence de régulation va maximiser la survenance de crise. Par contre, une trop grande stabilité va limiter des possibilités d'évolution et donc de modification de règles du jeu à l'intérieur des entreprises, par exemple. Alors, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle régule finalement par principe de subsidiarité au droit des 27 communautés juridiques distinctes qui composent les 27 États-nations de notre Union européenne. Et donc, l'Union européenne doit se faire une place dans ces règles de régulation institutionnelle, ce qui est dans un terrain qui est très, très occupé, finalement. Alors, quelques défis pour l'Union européenne. Faire évoluer des règles de gouvernance des entreprises, limiter les crises, attirer des investisseurs, rendre transparents, efficaces les marchés financiers, traiter avec équité les parties prenantes, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc on a une partie qui n'est absolument pas facile, tant les droits nationaux sont institués, sont anciens, sont acceptés, bien plus légitimes finalement que Bruxelles, et qui sont ancrés dans des traditions opérationnelles pour la vie quotidienne des entreprises. Donc la question aujourd'hui que je me pose, que nous nous posons et que je vous invite à vous poser avec nous, c'est de savoir si les entreprises européennes sont suffisamment solides pour affronter les défis à venir de la globalisation, ou si une orientation un peu plus impérative de la part de l'Union européenne ne serait pas bénéfique pour les renforcer. Et donc pour traiter ce débat, pour alimenter ce débat, nous allons commencer par constater, pour rappeler l'évolution des réflexions en Europe sur le gouvernement d'entreprise, en reprenant un certain nombre de points qui ont été abordés par Peter. Donc je ne m'y étalerai pas. Dans un deuxième temps, on verra qu'en fait le conseil d'administration a été placé comme le pivot, le centre de création de richesse, mais également de contrôle.
Et puis, dans un dernier point, on invitera effectivement une plus forte européanisation de ces conseils, éventuellement via une régulation un peu plus incitative. Celui-ci ne changera pas parce que les transparents que j'avais préparés sont largement caduques compte tenu de l'évolution du papier au cours des dernières journées de préparation. Voilà, donc image fixe, bon, j'aime bien être marginal un peu. Alors, première question, vous parlez de la lente marche des questionnements communautaires en matière de gouvernance. Donc, pour rappeler un petit peu l'histoire, effectivement, 92, rapport Cadbury, qui est notre père à tous, les rapports Viennot, donc traduction française, Bouton. Alors, on a la même chose dans tous les pays européens, avec la commission Chrome en Allemagne, avec un certain nombre de codes de gouvernance, finalement, propres à chaque pays, qui traduisent à peu près les mêmes idées, et je ne reviens pas dessus, puisque Peter l'a très bien expliqué. L'objectif, en gros, c'est d'assurer un meilleur contrôle des décisions stratégiques, et pour une partie prenante particulière, relativement dominante, qui est l'actionnaire. Alors, au niveau communautaire, la réflexion est également menée à partir de 2002 par Jaap Winter. Je suis désolé pour la présentation, je ne suis pas néerlandophone. Et ce groupe d'experts va essayer de proposer à l'échelle de l'Union des modifications en termes de droit des sociétés. Et en fait, lorsqu'on regarde le rapport, 50 des 110 pages sont consacrées au gouvernement d'entreprise. Donc la moitié. Et in fine, ils vont appeler à l'amélioration des systèmes nationaux, plutôt qu'à un code européen unique. Ils vont insister sur l'intérêt d'un principe qui est relativement développé dans tous les pays et pour toutes les sociétés au moins coté, c'est le comply or explain, c'est-à-dire que soit l'entreprise se conforme à un certain nombre de codes, soit elle doit expliquer pourquoi le code n'est pas suivi. On a le droit donc de déroger, mais en l'expliquant. Si on regarde un peu plus avant, dans la consultation en vue de définir les priorités pour le plan d'action sur la modernisation du droit des sociétés et du gouvernement d'entreprise, donc ça c'est typiquement européen comme formulation, on s'aperçoit que les principales réponses dans cette consultation, donc pour essayer de réfléchir à cette modernisation du gouvernement d'entreprise, sont des réponses françaises et allemandes. Une centaine de réponses sur les 266 réponses à mener à ce débat. 56 françaises, 46 allemandes. Bon. Alors, par exemple, dans ce débat, il est intéressant de se pencher sur un point particulier, c'est les remarques relatives à la question du droit de vote des actionnaires. Le principe dominant, c'est une action, un vote, hein, one share, one vote. Mais en revanche, il y a eu pas mal de protestations, ou au moins de débats élevés sur ce principe. Alors, de la part de l'autorité des marchés financiers, des départements juridiques de nombreuses sociétés, essentiellement françaises et allemandes, qui n'adhèrent pas pleinement à ce principe de l'égalité des actions. Des réponses de ThyssenKrupp, de Porsche, de Pernod Ricard, donc qui expliquent qu'il y a besoin de maintenir des actions différentes, compte tenu effectivement de la diversité des sociétés et des droits nationaux. Alors, dans cette consultation qui a été ouverte en 2006, finalement, on voit que les clivages entre les systèmes nationaux de gouvernance s'expriment assez clairement et s'expriment également clairement des conceptions, finalement, de la légitimité, de ce qui est légitime en termes de normes et en termes d'outils de gouvernance. Parmi ces outils de gouvernance, on va focaliser maintenant l'attention sur le principal, qui est l'organe de gouvernance principal des entreprises, le conseil d'administration. Alors, le titre du papier pour cette section, c'est « Est-ce que la composition du conseil d'administration des entreprises est un enjeu véritablement européen ?» La réponse est un peu non. Alors, de nombreux rapports ont montré que l'un des enjeux était de nommer des administrateurs externes ou indépendants. C'était une proposition clé, assez pivot dans tous les codes de gouvernance nationaux. Alors, au-delà de ce simple contrôle, il y avait un effet induit, finalement, prévu de cette nomination d'administrateurs indépendants, c'est non seulement le contrôle, mais l'élargissement de la ressource cognitive. Donc, l'élargissement des perspectives et donc la richesse liée au débat au sein des conseils d'administration.
En revanche, aujourd'hui, lorsqu'on regarde... Ce qui présidait à cette idée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir des groupes européens contrôlés par des membres du conseil d'administration qui sont issus des mêmes écoles, des mêmes parcours, du même pays, des mêmes secteurs industriels. Donc finalement, une fermeture de réflexion, alors que, comme l'a dit Peter d'ailleurs pour la Société Générale, on a un actionnariat dans le même temps qui s'élargit et qui s'internationalise énormément, pour ne parler que de cette partie prenante, alors qu'il y en a d'autres également qui s'internationalisent. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là à gérer de manière, certains disent clanique ou sous forme de clique, des entreprises qui sont finalement extrêmement cosmopolites? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des conseils d'administration un peu moins locaux, un peu moins centrés, et au contraire plus ouverts, plus diversifiés, plus cosmopolites? Alors le CAC 40 n'est pas mauvais du tout. L'une des dernières études du cabinet Korn Ferry en avril 2007 montre que 26% des administrateurs du CAC 40 sont étrangers. Donc c'est une belle statistique. Elle n'est pas aussi répandue dans les autres pays européens, que ce soit plus vers le nord ou plus vers le sud, ou plus vers l'est ou plus vers l'ouest. Bon, le CAC 40 est assez bon là-dessus. Alors de fait, la question de l'européanisation des conseils préoccupe assez peu la Commission et assez peu les représentants des entreprises ou des administrateurs, comme on l'a vu dans les réponses au rapport, enfin à la commission d'enquête qui permettait de proposer des améliorations, la modernisation du droit européen en matière de droit des sociétés et de gouvernance. Pas de grand enthousiasme, donc on considère que l'Union européenne n'a pas besoin de légiférer en la matière. Alors ces quelques réactions en fait dans le débat qu'on a pu voir montrent des écarts qui continuent d'exister entre les différents pays en matière de droit, mais essentiellement en matière de culture, d'où le titre du travail, qui est la notion de schémas mentaux, qui sont finalement, pour faire simple, nos manières de raisonner, de ce que nous considérons comme implicite au sein d'une culture, au sein d'une communauté. On est donc ancré toujours dans des lectures extrêmement nationales. D'où un troisième point, qui est de peut-être donner un peu plus de place à la régulation européenne entre cet actionnariat international et cette gouvernance qui est somme toute un peu trop nationale des entreprises. Pierre-Xavier Mesqui donc, et moi-même avons réalisé une enquête où nous essayons de voir les liens entre performance, entre structure des conseils d'administration et réseau d'administrateurs en Europe. C'est le dernier RFG. Enfin, il y a un condensé de ce travail dans la RFG du mois de juillet-août. Ce n'est peut-être pas le dernier est peut-être déjà sorti. Donc notre étude porte sur les 500 premiers groupes européens en Europe et couvre la période 2000-2006. Et nous nous sommes intéressés notamment aux interconnexions entre les administrateurs. Et notamment, nous n'avons retenu que les administrateurs les plus connectés entre eux, c'est-à-dire ceux qui siègent dans au moins 2 conseils d'administration simultanément, donc pour essayer d'identifier les phénomènes de réseau d'administrateurs ou de board interlocks. Et nous avons pu identifier à l'échelle de l'Europe une quinzaine à peu près de réseaux d'administrateurs dans les différents pays européens. Une exception notable, le Royaume-Uni, où les relations d'affaires se passent plutôt dans les clubs que dans les conseils d'administration. Alors, les réseaux que nous avons identifiés sont assez locaux, en fait, et sont assez stables dans le temps. Très peu d'évolution, majoritairement français-allemand, bon, pour des raisons d'habitude, là aussi, de fonctionnement. Quelques réseaux néerlandais, suédois, italiens, suisses, puisque nous ne sommes pas intéressés qu'aux pays de la communauté. Donc, ces interloques entre conseils d'administration ne se créent qu'au niveau de chaque pays, et pas du tout au niveau européen. Donc il y a peu d'européanisation des réseaux d'administrateurs. On a quelques interloques régionaux, mais pas plus. En revanche, nous avons des administrateurs. Il est possible de repérer des administrateurs internationaux, c'est-à-dire qui naviguent sur plusieurs pays dans des conseils d'administration de sociétés de différents pays. En revanche, les réseaux et les conseils d'administration eux-mêmes le sont assez peu.
Aussi, l'idée finale, c'est peut-être d'essayer d'améliorer ce taux d'européanisation des conseils, de faire en sorte que la richesse cognitive émerge de cette obligation qui serait faite par l'Union européenne d'accepter des administrateurs d'autres pays, nécessairement dans les grandes entreprises. Pourquoi cela? L'un des moyens de réformer le gouvernement d'entreprise, sans crise, puisqu'il y avait le problème de la crise et de la régulation, c'est, nous semble-t-il, de renforcer l'hybridation du monde des affaires et ouvrir les conseils d'administration, faire se confronter des personnes qui vivent dans des mondes différents, dans des cultures différentes, peut être un moyen de rendre plus hybride ce monde des affaires. L'objectif de contrôle continuera d'être poursuivi, évidemment dans un souci de meilleur rendement pour l'actionnaire et éventuellement pour d'autres parties prenantes. Mais cette hybridation, grâce à un renforcement de la diversité, en fait, devrait permettre un enrichissement, une manière de traiter les problèmes qui oblige à la confrontation. Élargissement des modes de gestion, mise en discussion d'idées qui sont un peu trop facilement acceptées lorsqu'on parle qu'à nos proches. Alors je reprendrai quasiment pour finir le mot d'Alfred Sloan, qui était PDG de General Motors, et qui disait à son conseil: écoutez messieurs, puisque je vois que nous sommes tous d'accord sur cette décision, je propose de reporter la discussion pour nous donner le temps de développer nos désaccords et ainsi de mieux comprendre le sens de ce que nous décidons. Donc c'est un petit peu cette idée qui est suggérée ici, avec cette idée d'européanisation qui serait un gage de diversité, alors que explicitement elle est recommandée, cette diversité dans certains rapports, elle est plébiscitée pour prendre une lecture plus transversale, elle est plébiscitée en ressources humaines, elle est plébiscitée en marketing, pourquoi pas dans la constitution des conseils d'administration. Donc nous pensons que les instances communautaires devraient encourager la mise en place d'une dose d'administrateurs étrangers dans tout conseil de grandes entreprises européennes. Donc c'est un peu un diktat, mais on a déjà discuté de ce point-là avec Peter, un diktat, mais pour augmenter la diversité. Les encouragements incitatifs sont en fait absolument pas suffisants à l'heure actuelle, et une réponse à travers des directives plus nettes nous semble nécessaire. Merci de votre attention.